Cette émission vous est offerte par le Fan Club Maurice Njoli, club éducatif et récréatif. Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous me recevez chez vous. Je suis ravie de vous recevoir une fois de plus pour le cours de cette émission. Vous avez la parole. Nous avons fait toute une série où nous parlons de crise de leadership ici en RD Congo. Nous ne sommes pas ignorants que nous avons un fort problème de leaders ici dans ces pays. Et avec M. Gabriel Ngalou, nous avons essayé un peu de décortiquer sur ce sujet. Il a donné son point de vue, il a fait son analyse que beaucoup adoptent et d'autres aussi non, en disant que comment M. Gabriel peut dire qu'il n'y a pas de leaders, il n'y a pas encore eu de leaders en RD Congo, pourtant il y a plusieurs leaders qui sont passés. Avec lui, nous allons continuer avec ce sujet. J'ose croire que vous êtes là avec vos carnets et vos stylos, nous devons monter et continuer à apprendre aussi si nous sommes ignorants. Mais bonjour monsieur Gabriel. Bonjour madame. Vous allez bien? Oui, très bien. Voilà. Nous continuons avec ce sujet. Il y a beaucoup de nos téléspectateurs qui ont même cité certains noms en disant que comment on ne peut pas encore avoir eu des leaders ici au moment où il y a des personnalités politiques qui sont passées, qui ont marqué leur temps. Comment expliquez-vous cela? Oui, s'il faut commencer par la récapitulation de l'émission passée, j'avais donné un devoir, un signe élémentaire, rudimentaire, que même un enfant peut utiliser pour comprendre si le pays a déjà eu la chance ou pas. Alors, je vous avais demandé de me chercher un seul politicien qui, en se hissant dans sa carrière politique ou dans sa démarche politique, a déjà une fois, quand il atteint la popularité, s'il descend à l'aéroport, en revenant du voyage, interdit ou demander à ses followers de ne pas venir à l'aéroport pour ne pas déranger la quiétude de nos compatriotes qui habitent de l'autre côté de l'aéroport. Si vous vous référez à notre émission passée, vous allez comprendre les détails. Le fait, j'avais insisté, que quelqu'un comme moi, à mon âge, je suis encore jeune, vous êtes encore jeune, le pays a des problèmes. Nous, moi et vous, nous les vivons tous les jours. Les gens marchent à pied de Kingasani jusqu'en ville. Parce que, les activités sont concentrées en ville, ce qui n'est pas normal pour un pays qui a déjà plus de 60 ans d'indépendance. On n'a jamais construit un autre centre d'activité quelque part alors qu'on a des prairies partout ici. Alors, les activités restent concentrées à la Gombe, où les Blancs habitaient à l'époque coloniale pour se séparer des Noirs. Si vous remarquez, regardez la commune de la Gombe. Elle est entourée par des camps militaires. Si ce n'est pas un camp militaire, c'est un camp de policiers. Je vais vous réveiller votre esprit sur quelque chose. Vous allez sur l'avenue Willery, il y a un camp de policiers. Vous allez sur l'avenue, l'autre là c'est quoi? Poilou. Quand vous descendez avant d'entrer, il y a un camp militaire. Vous allez sur l'avenue ici 24. Voilà. Il y a un camp militaire. Vous savez ce camp militaire. Vous connaissez ce camp militaire. Vous allez de l'autre côté, il y a un camp militaire. Vous savez pourquoi? Les Blancs, quand il a installé, il a urbanisé, il a voulu se protéger parce qu'il savait que les Noirs n'est pas encore un peu humain. Il faut le mettre à l'écart de lui. C'est pourquoi il s'est entouré de camps. Pour qu'en cas de problème, il se protège. Maintenant, nous, on accède à l'indépendance. Quand on entre à l'indépendance, c'est entre nous. Moi, je suis Congolais, vous êtes Congolais, nous sommes Africains. On adopte la même chose. On s'installe à la Gombe avec cette mentalité que le Belge a imprimée en nous, de dire que ceux qui sont restés à la cité sont des non-évolués. Vous qui venez ici, même si vous étiez commis dactylographe ou un cuisinier d'un blanc, vous êtes évolué par rapport à ceux qui sont restés dans la cité pour vous séparer. Alors, déjà indépendants, nous avons continué avec le même système. C'est-à-dire, ceux qui sont à la Gombe, c'est foi supérieure, ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Ceux qui sont ici doivent souffrir et commencer à pleurer chaque fois. Je vous avais donné l'exemple de monsieur qui a
C'est un comédien qui a tourné un film en 2014. Hein, qui, dans son film, il y a un groupe de mamans qui vient en train de pleurer. Quand on lui demande c'est qui, il dit que ce sont mes pleureuses. C'est-à-dire qu'en Afrique, il y a les gens qui sont faits pour pleurer. Quand ils voient les autres, ils pleurent, on leur donne quelque chose, ils rentrent. Alors les gens suivent ce film sans comprendre ce qu'on a dit là-bas. Tout ça, c'est... on doit résumer ça par un manque de leader pour changer les choses. Je suis en train d'y arriver. Je suis en train d'y arriver. Déjà, quand vous regardez cette situation, bref, vous pouvez dire quoi? Que tout est organisé contre l'homme. Au lieu que ça soit organisé pour l'homme. Parce que le vrai développement, parce qu'on le dit toujours, verbalement, le vrai développement commence par mettre l'homme au centre. Tout le monde dit ça, même s'il ne connaît pas ce qu'il dit. Le vrai développement commence par mettre l'homme au centre. Maintenant, mettre l'homme au centre, c'est quoi? Vous prenez le pouvoir, vous installez à Gombe, tous les bureaux à Gombe, tous les ministères à Gombe. Maintenant, vous mettez quel homme au centre? Pour que quelqu'un vienne faire des démarches, s'il habite à Kingassan, il doit quitter Kingassan pour aller à Gombe. Même le bureau de la police de Kinshasa, c'est toujours à Gombe. Alors, vous trouvez que tout est organisé contre l'homme. Et personne ne voit ça. Même ceux qui souffrent ici avec nous, vous et moi ici. Et un jour, pouf, on vous nomme commissaire de la police, responsable de la ville de Kinshasa. Vous allez toujours aller là-bas, rester là-bas au bureau. Alors, ce que nous faisons avec vous, la fois passée, je vous l'ai dit, nous apportons la lumière. Vous m'aviez posé la question l'autre fois, le président de la République a fait une déclaration là-bas, Mboka Koufa déjà, dans le Lobini, j'ai esquivé. On m'a posé la question de savoir, il y a quelqu'un qui a démissionné à l'IDPS là-bas, j'ai esquivé. Je vous ai dit que ce sont des débats qui sont louches, qui sont dans les ténèbres. C'est juste des conséquences. Voilà, ce sont juste des conséquences. Pourquoi j'ai esquivé? C'est parce que ce que nous faisons avec vous, nous devons le comprendre. Et les gens doivent le comprendre. C'est une émission, oui, comme toutes les autres émissions, mais attention. Ce que nous faisons avec vous, c'est nous apportons la lumière. Je considère que tout ce qui se passe à l'IDPS, les chefs d'État disent ceci, tout ça, ce sont des mouvements qui se passent dans le ténèbre. On suppose que nous tous, nous sommes dans les noirs. Tu sens qu'il y a quelque chose qui se trame à côté. Tu veux regarder dans les noirs là, est-ce que tu vas voir? Non. Le mieux à faire, c'est quoi? C'est d'aller chercher la lampe. Et dès que la lampe est là, tu vas comprendre tout ce qui se passe. Alors, nous avons commencé, moi et vous, nous amenons la lampe. Celui qui comprend que c'est la lampe que nous amenons, oui, et en passant déjà, je remercie les téléspectateurs et d'autres partenaires, d'autres qui ont suivi par YouTube, à partir du Canada, des États-Unis, qui m'ont appelé personnellement pour me féliciter. Ils ont, surtout la dernière émission là, ils ont dit que c'est éclairant. Alors, c'est ça les mots que je cherchais. C'est eux-mêmes qui ont dit ça. Ils ont dit que c'est éclairant. Alors, je veux qu'il y ait des jeunes, beaucoup de gens aussi, qui fassent la même chose comme nous, moi et vous, hein, qui éclairent aussi. Si nous faisons ça, quelqu'un d'autre fait encore quelque part, tous ces gens ici vont décider d'adopter une mentalité de responsabilité. Et ça va prendre du temps, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Oui. Parce avec tous les éclaircissements que vous avez eu à apporter, il y a quand même des téléspectateurs qui ont doute. Qui disent qui citent même le nom de certaines politiciens qui sont passées ici. Oui, c'est pourquoi j'avais dit dans l'émission passée. C'est-à-dire qu'ils ne comprennent pas très bien encore c'est que la lumière. Voilà. C'est pourquoi j'avais déjà dit dans cette émission même, j'ai dit que c'est une problématique très cruciale. Hein? On doit l'expliquer dans tous les sens. On doit prendre même les exemples élémentaires, comme celui que je viens de donner ici, pour que tout le monde comprenne. Parce que même un enfant, dans cette souffrance quotidienne que nous avons ici, bon, toi, on te connaît, que tu restes à Kinshasa, tu es un homme politique. Est-ce que c'est nécessaire que quand tu descends à l'aéroport, qu'on vienne seulement t'accueillir? Et tu sais qu'il n'y a qu'une seule route qui mène à l'aéroport. Et les gens marchent à pied chaque jour. Alors tu bloques la route et puis celui qui bloque la route pendant toute une journée, il se glorifie que moi j'ai bloqué la route pendant une journée. C'est-à-dire que nous sommes dans les contraires de ce que nous devions être.
Et c'est un papa des enfants à la maison. Ce n'est même pas un jeune comme moi. Alors, quelle est l'éducation? Quel est le mental que nous construisons dans les enfants qui viennent? C'est pourquoi, dans les émissions passées, je vous ai toujours dit, en lançant l'appel aux politiciens actuels, quand je disais que la classe politique actuelle, on doit rompre avec nous les jeunes, on doit essayer de réfléchir autrement. En fait, c'est ce qu'on dit, la normale est devenue normale. On a normalisé la Le normale normal et est on devenu comprend plus anormal. que c'est anormal. Nous sommes Voilà. dans une autre planète. Au Congo, le Congo est dans une autre planète. Quand vous commencez à réfléchir sur ça, vous pouvez avoir des maux de tête. Alors, c'est pourquoi je disais que nos papas, hein, Papa Félix, Papa Fayoulou, je ne vois pas. Quand vous regardez Papa Fayoulou là où il n'a pas encore le pouvoir. Quand vous les regardez avec sérieux, hein, en dehors des sentiments tribaux, même si vous êtes des bandes, si vous le regardez bien, il n'a rien de nouveau qu'il va apporter. Il va faire la même chose que son frère Félix a fait. Parce qu'il vient de... D'ailleurs, l'indice crucial que je vais donner maintenant. Pourquoi moi je n'ai pas confiance ni en Fayoulou, ni en Félix? Parce que citons Martin Fayoulou, parce que c'est lui qui est un peu en vogue. Dieu lui a donné la chance d'être connu pendant qu'ils étaient là-bas. Pourquoi je n'ai pas confiance ni en lui ni en l'autre? Le fait seulement que Martin Fayoulou s'est autoproclamé tshisekédiste. Alors que dans la première mission, je vous avais relaté que commençant d'abord par Tshisekedi lui-même le père. Je vous ai donné les éléments pour montrer qu'il n'était pas leader. C'est quelqu'un qui voulait qu'on le vote président de la République. Il va au stade, nous les enfants, ses petits-enfants, on est là pour écouter un peu, qu'il nous donne des idéologies. Il dit que non, il venait de l'Europe voir les décideurs. Et là, pour moi, je l'ai supprimé. Même si quelqu'un doute, mais moi, je l'ai déjà supprimé parce que ce n'est pas un leader. Selon la connaissance que j'ai. Et maintenant, Martin Fayoulou, au lieu de prendre conscience, Tshisekedi disait mort, il pouvait déjà... Mais il dit, je suis Tshisekedi. C'est-à-dire, il ne comprend rien. Et les gens qui le suivent ne comprennent rien. C'est pourquoi il dit qu'on est dans les noirs. Vous comprenez un peu? Et c'est un peu ça, en gros, ce que je pouvais faire. Voilà, on a eu à parler de ça. Je pense que toutes les personnes qui sont éclairées, à présent, pourquoi est-ce que vous avez tenu ces propos? Et nous avons parlé également de la chance que la RDC a pour le moment. Vous avez également aussi placé un mot aussi par rapport à cela. Et aujourd'hui, j'aimerais quand même qu'on puisse parler des conséquences réelles des crises de leadership. Voilà. Puisque nous sommes en crise de leadership. Vous voyez, c'est une belle question. Quand nous étayons les conséquences de la crise de leadership, c'est là même, ça va répondre même à la question, à toutes les questions que les gens soulèvent. Ces conséquences sont réelles, sont visibles, nous les vivons, les conséquences du leadership. La première conséquence, voilà, les conséquences de la crise du leadership, pas les conséquences de leadership, pardon, les conséquences de la crise de leadership. La première conséquence, c'est la confusion. La confusion, c'est comme le ténèbre, c'est comme le noir. Alors, c'est pourquoi, quand vous voyez, nous sommes à la tête de l'État, l'autre fois, j'avais évoqué les trois positions que le leader peut prendre. Le leader doit être devant le peuple. Devant le peuple, c'est pour éclairer le peuple. Ou bien, selon l'autre auteur, c'est pour briser les difficultés. Il faut casser tout ce qui est comme obstacle pour que les peuples viennent passer, pour aller où? Vers la vision que toi, leader, tu as déjà éclairée. Voyez. Et que la population est incarnée. Un leader ne peut pas... Et il faut qu'on soit sérieux au Congo. Il faut qu'on soit très sérieux. Le Congo a beaucoup de problèmes. Il ne faut pas qu'on s'hasarde. Je viens de suivre un monsieur, un député, qui s'est dit, non, moi aussi, je peux aussi postuler à la présidence de la République parce que j'ai atteint une popularité nationale. Ah, il a raison parce que c'est ça le Congo. Ouais. Mais ça doit finir aujourd'hui. Ce que nous avons vécu avec l'élection de Tshisekedi à la tête du pays doit nous reprocher. Il existe une condition à la CENI qui dit que pour être candidat président de la République, il faut avoir une expérience politique. Bon, je pense qu'on a mal placé les mots. Parce que l'expérience politique, même un député qui a fait des bruits à l'Assemblée nationale peut croire qu'il a l'expérience politique pour être président de la République. Alors qu'il y a une différence
entre la bravoure et la compétence. L'Assemblée nationale, c'est un lieu où tout le monde peut aller. Il y en a qui sont là-bas qui ne savent même pas s'exprimer. Et il y en a qui sont là-bas qui n'ont jamais mis la main en l'air, même pour voter. Alors, quelqu'un qui maîtrise la situation de chez eux, qui passe avec bravoure, qui explique, cela ne signifie pas qu'il devient compétent pour être nommé ministre ou quoi. On a vu maintenant les autres. Il y a un monsieur qui a fait quelque chose comme ça, on a cru qu'il peut être président de la République, on l'a nommé ministre, mais il faut voir comment les décisions étaient prises. Et vous trouvez qu'il y a de l'amateurisme, il n'a rien de la gestion de l'État dans sa tête. Et le Congo, nous devons être sérieux. Pourquoi nous n'apprenons pas sur les conséquences? Il faut qu'on adopte l'apprentissage par les conséquences. Alors, c'est ça la confusion. J'étais en train de dire quoi? Tu es devant le peuple pour casser les obstacles et toi-même tu commences à dire, bon, mais moi je ne connais pas, je ne sais pas qu'ils étaient comme ça. Ah, moi je pense que avant même de prendre la présidence de la République, il faut que vous nous prouviez que vous avez des notions du fonctionnement de l'État. Parce que l'État a ses procédures et ses mécanismes. Okay. On ne gère pas l'État comme une boutique, on ne gère pas l'État comme un parti politique où on descend sur la rue. Descendez sur la rue, vous faites des bruits, tout ça. Même d'autres garçons qui démissionnent là et là, qui pensent peut-être qu'ils peuvent être présidents de la République. Ah. Moi, je prie Dieu qu'il s'élève des gens comme moi. Même 10, qu'on commence à faire ce que nous faisons ici. Comme ça, la population va comprendre pour casser la route à tous ces gens-là. Qu'ils apprennent d'abord, qu'ils prennent le temps de comprendre comment fonctionne l'État. Quand vous mettez devant les gens, brisez les obstacles, ne pleurez pas. Que Naïba quitté, tout ça. Vous êtes parmi les peuples, deuxième position, c'est pour comprendre la souffrance du peuple. Il faut savoir que les gens souffrent. Avant de faire quelque chose, il faut te poser la question. Quelle est l'importance de cette chose? Son impact sur la vie des gens, c'est quoi? Parce que tout ce que tu fais être une personne publique, non? Ouais. Alors, mais ce que tu fais doit avoir un impact public. Bon, tu descends à l'aéroport, tu bloques la route. L'impact de cette action sur le public, c'est quoi? Tu es passé, on a dit, oh, ils sont venus nombreux. Ceux qui sont venus nombreux, c'est qui? Ceux qui sont venus nombreux, là, c'est qui? Voilà. Pendant que tu viens, il y en a qui étaient partis à l'hôpital, qui sont malades. Hein, on les a piqués, ils voulaient rentrer vite chez eux, ils sont bloqués quelque part parce que toi, tu descends. Alors, si tu ne parviens même pas à réfléchir comme ça, même si tu parles français, tu as étudié en Europe, il y en a qui ont étudié en Europe, qui ont construit 3 écoles à 14 millions de $. Il n'y a rien qui nous épate maintenant. Hein? Oh, j'ai étudié à Suisse, tout ça. On te voit par ce que tu fais. C'est ça la confusion. Troisième position, tu dois être derrière le peuple. Être derrière le peuple, c'est quoi? Quand il y a une réussite, quand il y a quelque chose, on a fait quelque chose de bien, tout ça, les leaders s'effacent. On laisse la population s'approprier de la chose. Parce que c'est ce qui va faire que la chose soit gardée, pérennisée, tout ça. On achète. Je ne sais même pas si on a acheté les bis, parce que c'est la marque Transco. Est-ce que ce n'est pas les bis Transco de l'ancien lot qui devait venir, qu'on a pris, qu'on a transformé dans les projets des étudiants? Et on met le visage du chef de l'État. Après quelques bruits, on enlève le visage. Ça veut dire qu'on prend des décisions sans pour autant... Voilà. Vous mettez un projet des étudiants, pouf. Mais les étudiants doivent être responsables de leur bus. Vous prenez la photo du président de la République, vous mettez là-bas. Et vous écrivez des histoires, si c'est dons de fatigue. Non, mais je disais l'autre fois qu'on ne passe pas au poste du devoir pour commencer à faire des dons à la population. On passe au poste du devoir pour résoudre les problèmes de la population. Alors, c'est ça la confusion. J'avais évoqué la chose de l'état de siège. L'état de siège, c'est la dernière décision. C'est comme la quinine pour la malaria. Si tu as déjà bu la quinine et que tu n'es pas guéri de la malaria, tu n'attends que la mort. Vous êtes parti vite à l'état de siège, boum, état de siège. Maintenant, l'état de siège a duré plus de 6 mois. Est-ce que c'était prévu dans la Constitution? Est-ce que ça a déjà été comme ça? Alors, le fait que cet état de siège dure jusqu'aujourd'hui, sans résultat probant, ça prouve que c'est un échec. Et si l'état de siège échoue, quelle autre décision vous allez prendre pour la situation de l'Est? Et quand je regarde, ça veut dire que les autorités prennent des décisions à mûrir.
La fois prochaine, madame, Une décision après. la fois prochaine, on va parler sur l'inefficacité de l'État. Je vais expliquer ceux qui exercent le pouvoir, l'origine des échecs de beaucoup d'actions publiques, l'inefficacité de l'État. Même que l'État n'ait pas de poids. Je ne sens pas le poids de mon État. Parce que quand je sors, j'ai pris le Seigneur, j'ai dit que je suis dans une gêne. Tu peux sortir comme ça, on t'arrête et on t'amène porter disparu par des policiers. Et ta famille te cherche jusqu'à t'oublier dans ce Congo ici. Ça peut se passer. Peut-être on peut t'arrêter pour quelque chose, pour une contravention, et porter disparu jusqu'à mourir. On a arrêté quelqu'un, un garçon comme ça, je ne sais pas s'il avait volé un véhicule à l'État. Donc, quand tu vois ça, tu comprends déjà que l'État n'a pas même de poids aux yeux des citoyens. C'est ça la confusion. Maintenant, dans un État comme ça, vous prenez les gens. Je vous avais dit l'autre fois, vous avez dit état des choses, oui. Si vous êtes colonel, ou bien capitaine, on vous envoie à l'état des sièges à l'Est, ok? On vous donne commandant de ceci ou de cela. Vous arrivez là-bas, vous trouvez les gens qui vous disent, madame, vous touchez combien par mois? Oh, je touche 300 000 francs. Ah, un soldat, gradé comme toi, touche 300 000 francs. Ok. Nous vous proposons, soit vous protégez ces surcoûts ici, on vous met sur la... Par mois, vous allez toucher 200 000 $, ou bien 500 $. Soit vous continuez avec votre patriotisme, vous toucherez seulement 200 000 francs et votre famille là-bas, à Kinshasa, est en train de pleurer derrière les politiciens. Hein? Ta femme, quand elle voit Kabound, elle commence à faire papa, papa. Quand elle voit Olive, maman, maman. Donc, tu vois des choses comme ça. Tu vas choisir quoi? Le choix est clair. Ah, mais tu vois, parce que tu vas comprendre qu'à Kinshasa, on n'a rien à la tête. Comme je disais que... Ça, la guerre ne finira jamais. Maintenant, vous faites comment? Vous allez maintenant vous arranger. Vous allez commencer à nous faire un état de guerre, des sièges sur Facebook. Vous prenez un fou. Non, je ne dis pas que c'est ce qui se passe à l'Est. Mais ça, c'est mon jugement. Quand vous regardez les chefs rebelles qu'on tue dans la bourse, avec lesquels on sort, vous regardez un chef rebelle, dans cette rébellion, des milliards de dollars, parce que là, c'est toujours des milliards qui se font là. Ouais. Un chef rebelle, vous les regardez comme ça, vous voyez que c'est un fou qu'on a tué, on lui a fait porter la tenue, voilà. Chef rebelle. Alors, on prend la photo, bravo, voilà. Ils ont tué le chef rebelle. Une semaine après, des officiers FARDC meurent. Alors qu'on a tué les chefs rebelles. Donc, on ne fait qu'arrêter les chefs rebelles. Tout celui qu'on arrête, c'est un chef rebelle. Alors, on arrête quelqu'un qui souffrait de la typhoïde. Visiblement, il a la typhoïde parce que le ventre était gonflé. Il n'a même pas les souliers. Quelqu'un qui fait des choses, des grandes affaires comme ça, un chef rebelle qui n'a pas de souliers. Et on le fait sortir là-bas. Qu'est-ce que tu dis? Oh, je demande à tous ceux qui sont en bourse de sortir. Tout ça, c'est la confusion. C'est la confusion, c'est un échec macabre, c'est lugubre. Je ne voudrais même pas, quand vous parlez du Congo, si quelqu'un se présente devant vous, s'il est un acteur politique, et si il est rustique, vous risquez même de l'attaquer physiquement. Et ça, c'est la confusion. Il y a beaucoup de points qu'on peut attaquer. Vous êtes à la tête de l'État, vous-même, votre parti commence à se diviser. Celui-ci démissionne ici, il pense qu'il est devenu leader. L'autre dit que non, mais celui-ci ne devait pas démissionner. Et quand vous demandez ceux-ci, pourquoi vous appuyez celui-ci, ils ne savent pas pourquoi il appuie. Les autres ne savent pas pourquoi ils ne l'appuient pas. Et c'est ça la confusion totale. Une autre chose, vous êtes dans l'opposition. L'opposition, c'est la lumière du peuple. Ouais. Quand le pouvoir échoue, l'opposition doit dire au peuple, voilà comment le pouvoir a échoué. Si c'était nous, on devait faire ceci, on devait faire ceci. Non, non. Fallou va à Kisangani, il arrive là-bas, il fait un meeting. Bande konankai, mboka ekufate. C'est-à-dire, on fait la politique de polémique comme des musiciens. Voilà. Atalako. Rason a dit, Atalako. Allez, JP aussi prend, il dit, oui. Allez, mboka ekufate. Ceux qui montent à l'objet, mboka ekufa, akufaye moko. C'est ça la politique. À ce 21e siècle commençant, quelqu'un, un papa, mon papa, comme Fayoulou. Alors, peut-être qu'ils ont la confusion. Ils pensent qu'ils parlent à leur maman.
les mamans, donc nos grands-mères qui n'avaient pas étudié, nos grands-pères, beaucoup n'avaient pas étudié. Nous, les enfants, vos enfants, nous avons étudié. Même l'opposition est dans la confusion totale. Mais la confusion est chez tout le monde. Il n'y a rien. Les élections approchent en 2023. Je ne vois personne qui est convaincant dans ses paroles. Sinon, si on ne voit personne, quelqu'un qui peut au moins requinquer, peut-être par les actions, bien que mentalement, il ne nous a pas prouvé sa capacité. C'est peut-être Moïse Katumbi. Moi, je le vois de loin, hein, je ne le connais pas. Mais parce qu'il ne parle pas trop aussi. Mais les autres qui restent ici, on ne voit pas. Il y a la confusion. Le deuxième élément, quand il n'y a pas de leadership, c'est le manque de patriotisme. Je viens d'évoquer tout à l'heure, mais vous retenez que le manque de patriotisme venant de nos dirigeants ou de la population? La population, de tout le monde. D'abord, les dirigeants sont irresponsables. Il y a un terme qui est évoqué dans le livre, mon premier livre, que j'ai appelé la gouvernementalité. Alors, un professeur de l'IFASIC, prof Mukoka, avait décrit la gouvernementalité congolaise, la mentalité des gouvernants. Alors, cette gouvernementalité est imbibée des antivaleurs qui occasionnent la malgouvernance, c'est selon le professeur. Et c'est vrai, c'est ce que j'ai aussi évoqué dans mon livre. J'ai parlé du gouvernementalisme, l'attitude de la privatisation de l'État. Ça, on n'en parle même pas. Pour nos dirigeants, on ne peut même pas en parler. Parlons maintenant de nous-mêmes. Vous voyez, le gouvernement est privatisé, l'État est privatisé pour quelqu'un. On commence même à penser que l'État congolais, c'est comme une propriété privée de Kabila, parce que Félix a échoué. Vous voyez un peu la mentalité. Alors, ce manque de patriotisme en nous-mêmes, je prends l'élément le plus sensible, c'est le soldat. Pourquoi l'état de siège ne réussit pas? C'est parce que les soldats congolais sont mal formés? Non. Est-ce que c'est seulement parce qu'ils sont mal payés? C'est l'une des causes. Mais ils n'ont pas de patriotisme. Le patriotisme, c'est la valeur première qu'il faut inculquer dans un citoyen. Est-ce que toutes les personnes que vous citez, ce ne sont pas des personnes qui ont des mains liées? Parce que quand vous dites que même la population a un manque de patriotisme, là, c'est quand même un peu trop fort. Ok, je vais expliquer comment la personne manque de patriotisme. Ouais. Quand je suis un soldat, je commence par le soldat. On me donne l'arme, on m'envoie à l'état de siège. Alors, on me paye 200 000 francs. 200 000 d'ailleurs, c'est beaucoup. Bon, mettons même 400 000 francs. Je suis là-bas, en guerre. Maintenant, on me paye avec difficulté. On vous dit qu'on vous paye à Béni par la banque. Alors, on vous paye à Béni par la banque, même si on paye déjà. Il n'y a même pas le véhicule qui prend l'argent pour venir à Bounia, là où je suis avec l'arme. Je donne un exemple. Donc, on a déjà payé à Béni. Il n'y a même pas un camion qui m'amène ici. Ça, c'est un. Nous sommes là à Bounia, ou bien à quoi, à Keshero, ou quoi. On est en train de combattre. Maman, le métier des soldats, les soldats doivent être pris en charge comme un bébé. Quand je suis au front, au moins une fois par jour, un camion peut venir avec la ration. Vous venez, on vous charge de boîtes de conserve. Est-ce que ça se fait au Congo? Regardez les soldats que vous dites, non, bravo, frère d'essai. Ils se débrouillent pour préparer les foufous. Ils demandent les foufous aux villageois, donnez-nous les foufous, on va préparer. Ça c'est responsable, ça. C'est un État, ça. Au moment où les Ougandais qui sont entrés là-bas, ils sont gérés autrement. Par exemple, quand un soldat congolais se met à côté d'un Ougandais... Mais là, le problème, ce n'est pas les soldats qui sont en forme, mais ça vient d'en haut. Oui, ça, je vais arriver à votre question. Maintenant, il voit son homologue ougandais. Chaque jour, il y a un camion qui vient, on le laisse des boîtes de conserve, tout ça. Parce qu'un soldat doit manger, et quand il se fatigue, parce que les soldats souvent mangent la même chose, la routine. Des boîtes de conserve, tout ça. Quand il s'en fatigue, il donne aux civils. Les civils lui donnent ce qu'ils veulent. C'est comme ça que ça se passait avant. Mais ça ne se passe plus. Les gens se débrouillent là-bas. Et quand les soldats commencent à se poser la question, d'abord, pourquoi même je suis en train de faire cette guerre? Cette question est très cruciale pour un soldat. Si on se pose cette question, même si vous prenez toute l'artillerie des Américains,
vous donnez aux soldats congolais, ils ne vont pas gagner la guerre parce que gagner la guerre, ça commence dans la tête. Le problème, ça vient pas d'eux. Cet exemple, C'est ce que oui, c'est ça la conséquence. Voilà. C'est ça la conséquence. Le manque de patriotisme, ça crée le manque de patriotisme dans les soldats. Et ce manque de patriotisme qui se crée dans les soldats peut se créer dans un civil. Ok. Vous et moi, vous connaissez la phrase qui se dit au Congo. Est-ce que ngai mutu nakobongisa mboko? Donc c'est la même chose avec la question qu'un soldat peut se poser. D'abord, pourquoi je suis en train de combattre? Et à Kinshasa, il y a quoi là? Pour seulement que je touche mon salaire, il y a des difficultés comme ça. Donc, le pays n'est pas géré. Pourquoi? Alors, chez les civils, maintenant, c'est est-ce que mais justement, c'est ce que j'essaye moi aussi de comprendre. Comme vous dites, c'est là. Le problème, ce n'est pas la population. Le problème, ce n'est pas les soldats que vous dites. Le problème, ça vient des autorités. Mais on ça a déjà vient... dit ça. C'est voilà. ça le manque de leadership des autorités. Voilà. Ça crée quoi? Ça crée le manque de patriotisme. Chez les civils, tout comme chez les soldats. Quand les gens manquent du patriotisme, c'est ça la conséquence. C'est la cacophonie. Une déception totale. Vous voyez? Donc, quand un civil manque de patriotisme, vous lui donnez soit bourgmestre de la commune de Lemba ou bien gouverneur de la ville de Kinshasa, on lui dit que non, les boulou moko sont salés dans Zela quelque part. Les boulou moko ils sont na Willery avant qu'on na boulevard. Bah les que le boulou moko sont salés dans oh ils ont monnaie to muke. Non ils ont moi le boulou ils ont bon. Alors ceux qui yé bato bandi ko lela mingi ya bibo. Ezaka wana to le boulou mosusu eza quelque part. Alors ma boulou eza la ta 3 à ta 4. Pour si quoi à ça le projet ya ko zipa ma boulou na Kinshasa. Une autre chose, la fois passée, j'avais dit qu'on ne prend pas les postes du devoir pour faire les dons à la population. Aujourd'hui aussi, je vous confirme que quand on prend un poste du devoir, ce n'est pas pour faire des projets. L'hôtel des villes, c'est-à-dire le gouvernorat, doit avoir des services permanents pour résoudre des problèmes. Même la commune ici. Quand vous appelez la commune et il y a un problème sur telle route, ils doivent avoir un service qui peut aller là-bas pour résoudre un petit problème. Non, vous attendez que les problèmes soient grands pour commencer à les résoudre. Et ça, quand les gens voient ça, il y a le manque de patriotisme. C'est ce que moi je dis. C'est un proche parce que si vous revendiquez la population, on dit que dernièrement, la population s'est élevée contre ces problèmes des rames. Mais après, ils se sont dus parce qu'il n'y a pas eu d'opposition. Donc, voilà. Le terme peut-être est trop fort parce que quand vous dites que la population est dépendante des patriotisme, même moi ici qui vous parle, je ne me sens pas responsable. Je ne sais pas si vous me comprenez. Manquer le patriotisme, celui qui le met dans les citoyens, c'est le dirigeant. Quand tu passes pour diriger, sache que il faut que tu garantisses le patriotisme dans la population. Dès que tu échoues, la population abandonne, les affaires de l'État ne les intéressent pas. Ça les fâche. Hein? Nous, quand on réfléchit sur l'État congolais, ça nous fâche. Et c'est ça le manque de patriotisme. Quand il y a un vrai leadership, les gens vont s'intéresser à leur pays. Rappelez-vous quand l'autre a pris le pouvoir, l'actuel président, tout le monde avait quand même l'espoir, même nous qui ne croyons pas en sa capacité. On a vu mais quand même l'espoir que quelque chose peut changer. C'est ça le patriote. C'est ça, les gens s'intéressent à leur patrie. Mais quand il y a des méli-mélo, tout ça, un dégoût, ça devient lugubre, ça devient macabre. Donc, personne n'a le goût d'y regarder. Vous voyez? Et ça, c'est le manque du patriotisme. Personne ne se sent responsable. Ceux qui exercent les fonctions disent ah bon, donc les gens manquent l'amour de leur pays. Le vrai leader qui va venir, c'est lui qui a un grand travail. Donc, c'était la deuxième conséquence. La troisième conséquence, j'avais dit que c'est l'intolérance. L'intolérance,
a beaucoup d'aspects. Il y a l'intolérance tribale, il y a l'intolérance politique. Regardez seulement nos politiciens. Hein? Même ceux qui sont dans un même parti, celui-ci a démissionné, il est libre de démissionner, de quitter ou bien de faire quelque chose, une déclaration politique. L'autre était chez Fayoulou, il fait une déclaration politique sur quelque chose, il dit non, notre chef, là je ne suis pas d'accord, on le fait partir. L'autre dans l'IDPS, il fait quelque chose, on le fait partir. Donc il y a l'intolérance en politique et la même intolérance est aussi dans la communauté, dans les tribus. Il suffit seulement que tu ailles quelque part. Regardez la constitution des partis politiques. Majoritairement, c'est la tribu. Ceux qui sont autour de Tshisekedi, pendant qu'il est maintenant au pouvoir, si vous regardez, majoritairement, c'est sa tribu. On pense que non, la sécurité, la réussite de la gestion, c'est mettre les gens de confiance. Les gens de confiance, on pense que c'est les gens de la tribu. Ce qui est macabre. Du côté de Fayoulou aussi, quand vous regardez ceux qui sont à côté de lui, vous trouvez que c'est toujours les gens de sa tribu, de ses côtés. Donc, il y a déjà, dans ça présage une intolérance. Alors, c'est pourquoi je vous dis, je ne vois pas quelqu'un entre tous ces gens-là. Donc, j'appelle la jeunesse à réfléchir autrement. La jeunesse, qu'elle puisse prendre la responsabilité parce que nos parents, qui sont les Fayoulou, les Félix, n'ont pas réussi à nous garantir l'avenir. Parce que l'avenir, on le voit aujourd'hui. Par là, quelle chance on peut donner aux initiatives un Congolais? D'abord, je venais de dire ici que nos prédécesseurs, nos parents, c'est comme dans la maison, vous avez des enfants, mais vous ne leur garantissez pas l'avenir. Ce qui fait que les belles initiatives n'ont même pas de place parce que les gens sont occupés dans le suivisme. Ils suivent des gens aveuglément parce qu'ils sont de leur tribu, tout ça. Les belles initiatives n'ont même pas la chance. Alors, la chance pour les initiatives, la chance pour de belles initiatives, c'est l'éveil de la conscience de la jeunesse. Je martèle sur la jeunesse, je n'ai pas besoin de suivre ou de conscientiser nos papas qui devaient nous conscientiser, nous. Non, parce que Papa Bemba, Papa Fayoulou, Papa Félix, ce sont eux qui devaient nous conscientiser. Ce que j'ai dit ici, ce sont eux qui devaient nous le dire en tant que les vrais leaders pour investir dans la jeunesse. Mais aujourd'hui, c'est nous, la jeunesse, qui commençons à leur dire ce qu'ils devaient faire. Alors, ils doivent avoir la honte de nous laisser libres, réfléchir et que nos initiatives trouvent le chemin. Parce qu'avec leur... parce qu'ils veulent, hein, chacun veut être président de la République, il veut que sa tribu et diriger le pays, tout ça. Nous voulons cesser avec ça. Nous voulons que cette classe politique accepte son échec, qu'elle laisse la place à la jeunesse. Et cette jeunesse, qu'on puisse l'encadrer avec les prescrits. Que personne ne se dise être capable de diriger le pays parce qu'on le connaît dans le pays comme l'autre était en train de le faire. Qu'on soit sûr qu'avant de passer candidat, on connaît comment l'État fonctionne. Et pour connaître, il faut un test. Quel est le test pour tester un candidat président de la République? C'est pourquoi ailleurs, il y a des débats contradictoires. Les choses que je fais ici, si seulement on peut dire non, on adopte les élections à 2 tours et qu'au débat contradictoire, on prend les candidats, on les met, on nous invite aussi, les gens comme nous. Je viens avec mes questions techniques, je viens avec mes artilleries. Vous voyez? Oui. Alors, on saura qui connaît comment l'État fonctionne, même si son projet n'est pas efficace, on saura qu'on va l'aider. Au lieu de se dire seulement qu'on peut être président de la République parce qu'on est acclamé dans toute la République. Non. Vous voyez? Et donc, la chance pour les nouvelles initiatives, c'est la rupture. Et quel conseil donnerez-vous à la jeunesse congolaise aujourd'hui pour y arriver? Oui, pour y arriver, oui. Je pense que je peux même me répéter si c'est autorisé. Pour arriver à décoller avec le Congo, il faut réfléchir autrement. La jeunesse, diversifier les sources de vos connaissances. Au Congo, il n'y a rien d'inspirant dans l'histoire du Congo.
depuis l'indépendance, dès les jours de la proclamation de l'indépendance, je vous l'avais dit, quand vous regardez les 3 discours, les discours des rois Baudouin, les discours de Kasavubu et de Lumumba, quand la jeunesse, si vous regardez ça à la lumière de nos connaissances que nous avons actuellement, vous comprendrez que le Congo avait échoué les mêmes jours-là. Alors, il n'y a rien qui nous inspire. Regardez en Afrique, il y a beaucoup de pays aussi qui ont quand même émergé, qui ont eu la chance d'avoir de vrais leaders. Si vous n'en connaissez pas, je vais vous citer quelques-uns. La Tanzanie a eu un leader du nom de Julius Kambarage Nyerere. Le Botswana qui est aujourd'hui, les Américains viennent étudier au Botswana maintenant. Là. Ils viennent étudier à l'université du Botswana. Le Botswana a eu un leader du nom de Célestin Nkama. Le Ghana avait eu un leader, bien que le premier avait échoué, ils ont eu un leader du nom de Jerry Rawlings. Le Sénégal a eu un leader du nom de Léopold Sédar Senghor. La Libye a eu un leader du nom de Muammar Kadhafi qui m'a beaucoup inspiré sur la problématique de la dictature et de la démocratie dans son livre vert, dont j'ai effleuré certaines idées l'autre fois. Et les émissions prochaines, je vais encore dire certaines de ces idées parce qu'on les juge très mal à cause de la France qui l'a diabolisé. Et pourtant, c'est le leader le plus éclairé de l'Afrique, Kadhafi. Alors, inspirez-vous de tous ces gens, comment ils ont fait tout ça. Alors, vous trouverez, vous comprendrez plus, vous aurez une compréhension large de la situation de la RDC et nous aurons un peu des idées. Peut-être que si on trouve un autre gène, on peut mettre les idées ensemble et le Congo peut émerger. Je pense que comprend ce que vous voulez dire par là. Si vous voulez comprendre tout ce que nous disons ici dans cette émission, vous avez la parole. Constatez par vous-même ce qui se passe dans la classe politique, dans les partis politiques, dans la ville de Kinshasa. Vous allez comprendre qu'il y a un sérieux problème. Dernièrement, il y a nos compatriotes qui ont laissé leur vie parce qu'ils cherchaient à gagner un pain à Matadi Kiba, la paix à leurs âmes. Comprenez que la situation, telle que ça s'est présenté, vous allez comprendre qu'il y a un sérieux problème dans notre pays. Nous sommes à la fin de cette émission. Vous avez la parole. M. Gabriel Ngandou, votre dernier mot pour aujourd'hui. Le dernier mot, c'est que mes compatriotes, jeunes surtout, ayez l'esprit ouvert. Ce que nous faisons ici, appuyez-le. Si vous suivez cette émission via YouTube ou quoi que ce soit, abonnez-vous parce que ce que nous parlons ici, c'est très important. Et si vous trouvez que vous avez des questions, écrivez-nous, contactez-nous, cherchez notre numéro, appelez. C'est mieux que nous soyons nombreux, au lieu que nous restions seulement 2 sur le plateau ici. Alors, mon numéro de téléphone, si vous voulez m'appeler moi-même, c'est 085 48 49 571. 085 48 49 571. C'est aussi le WhatsApp là-bas. Alors, vous posez toutes les questions et si vous voulez venir participer à cette émission, vous venez comme ça, vous mettez la chaise là-bas, vous me posez les questions et je vais répondre. Si vous voulez qu'on débatte sur ça, et ce genre de débat, c'est très capital, vous les intellectuels, venez. Vous qui venez de la colline inspirée Linikin, vous qui êtes à l'UPC, où il y a la science politique, venez, qu'on discute. Laissez les histoires de suivre les leaders politiques et d'écouter n'importe qui. Merci beaucoup, M. Gabriel. Comme l'histoire que vous l'avez dit, que tout y a tout sangissama beaucoup pour na Congo y a besoin ce qui est la jeunesse congolaise à télémité et l'Européen côté les mains exactes toutes les poids lourds bakombo basta politique na biso basala bakombo. On doit se le dire, ils ont échoué. Vous avez eu à citer des noms de personnes. Intel, et apporter et donc, on a besoin de nouvelles intelligences. Jeunesse et téléma pour amener ces Congo en avant. Merci beaucoup à vous tous qui nous avez suivis de partout, ici à Kinshasa, à Brazzaville, partout ailleurs, via Internet. Je vous dis merci. N'hésitez pas de vous abonner sur notre chaîne YouTube. Merci également
à toute la famille EVTV, mon DG, M. Semben Ngouma. Je dis merci à David Likanga, merci à Luther Lupeta, merci également à M. Maurice Njolou. Nous nous retrouvons certainement prochainement pour un nouveau numéro de cette émission où vous avez la parole. Merci et bonsoir chez vous. Cette émission vous est offerte par le Fan Club Maurice Njoli, club éducatif et récréatif.